Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de la toxicomanie, les jeunes, les enfants et aussi de la prévention. Il sera question lors de cette émission. Notre invitée, c'est Karine Boudia, qui est coordinatrice de prévention à l'ONG CFRG. Karine Boudia, bonsoir. Bonsoir, Julien. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Dire. On aimerait bien découvrir qui est Karine Boudia. Alors, Karine Boudia, bonsoir à tous. Et donc, moi, j'ai commencé mon parcours artistique en 2006, donc à Madagascar, justement. J'y ai vécu pendant 6 ans, à peu près. Et c'est de là que je me suis dit que c'est le social qui m'intéresse beaucoup plus. Et depuis, après avoir peint, on va dire, et fait des expositions par moment, j'ai été dans tout ce qui est l'art-thérapie. Je sais pas si Oui. dans l'art-thérapie. Et en 2018, j'ai fait une reconversion. Et c'est là que j'ai contacté CFRG pour pouvoir travailler. Travailler avec CFRG. Exactement. Moi, à la base, je suis artiste peintre, donc depuis plus de 10 ans, on va dire. Et en 2012, comme je suis revenue à Maurice, on a commencé à faire des expositions. Et comme vous le savez très bien, que beaucoup d'artistes ne peuvent pas vivre de leur art, donc j'ai été dans le domaine du corporate. Et ce n'est qu'en 2018 que j'ai repris justement la partie sociale et suivi un cours en ligne dans le domaine de l'art-thérapie. OK. Donc, associer mon art justement avec la thérapie et ce qui donne l'art-thérapie. Et le mettre aussi au service d'un ONG. Donc, c'est là que m'est venue l'idée, par expérience et ce que j'ai vu aussi sur le terrain, dans le domaine de la drogue. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. En 2019, j'ai rejoint l'équipe du CFRG à temps partiel. Et justement, pour aller sur le terrain, pour faire des ateliers avec les jeunes. Donc, CFRG, son frère René Guillemin, à la base, nous travaillons avec des enfants de 12 à 24 ans. Donc, on va dire des enfants et des ados, des jeunes ados. Et nous allons sur le terrain pour faire 80%, on va dire, on travaille sur le développement de soi de l'enfant. Et 20%, on parle de la drogue à such. 80% développement de soi parce que nous sommes convaincus que quand on travaille avec les jeunes et qu'on leur montre leur potentiel, leur qualité, et même les défauts, parce que c'est ça qui fait de nous des êtres humains. Et ces jeunes, ils ne veulent pas forcément aller vers une substance, consommer quelque chose ou tomber dans une addiction. Bon, l'addiction en elle-même, je sais que c'est vaste. Il n'y a pas que la drogue, il n'y a pas que l'alcool. Ça peut être avec du sport, ou ça peut être avec du coca ou autre chose, du chocolat. Mais nous apprenons justement à ces jeunes comment s'aligner ou se stabiliser à travers des thèmes. Donc, nous travaillons sur des thématiques comme la connaissance de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, la motivation, tout ce qui est projet de vie. Donc, ce sont des thèmes un peu qu'on travaille et avec l'enfant, avec les ados, et pour leur donner justement cette confiance en eux. Karine Boudia, on va revenir dans toutes ces étapes en détail, mais vous avez parlé de reconversion. Alors, reconversion, artiste peintre, aujourd'hui vous associez l'art-thérapie à ce que vous faites comme travailleur social. Oui. Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est une reconversion agréable? Vous vous sentez à l'aise? Comment ça se passe? Je me sens très à l'aise parce que justement, avant d'aller sur le terrain avec les autres, j'ai testé le produit, comme on va dire. Et la thérapie est arrivée au bon moment dans ma vie parce que, comme tout le monde, je suis passée par des épreuves et je suis tombée sur la thérapie et ça m'a beaucoup aidée. Donc, j'ai adoré le processus et ça m'a fait voir pas mal de choses, changer de perspective sur la façon de voir les choses ou d'agir aussi. Donc, c'est par la suite, à ce moment-là, que justement j'ai pris cette direction. C'est aller vers ce qui est vraiment moi, au fait. C'est ça qui est important.
On va parler un peu plus en détail de l'art-thérapie, mais parlez-nous également de votre passage à Madagascar, parce qu'on parle beaucoup de terrain. Alors, on sait quand on parle de Maurice Madagascar, ce n'est pas comparable en termes de niveau de vie. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué lors de votre passage dans la Grande Île? Alors, à Madagascar, ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est la pauvreté là-bas, Mhm, mais aussi la gentillesse des gens. mhm, Et justement, c'est en voyant la misère là-bas et que tout le monde arrivait, malgré la misère, à garder un sourire sur les lèvres. mhm, C'était ça le plus beau cadeau au fait. Et ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai même rencontré, j'ai travaillé en partiel, on va dire, avec les sœurs de Mère Teresa mhm, là-bas, et avec des enfants. Justement, je les apprenais l'anglais. mhm. Et ce côté humanity, donc j'ai adoré justement ce parcours. C'est ça qui fait de moi aujourd'hui dans le social. Mhm, Et après, j'ai repris justement les arts là-bas. mhm. J'ai suivi un cours avec un prof d'université, donc pendant 6 années. Et se reconnecter avec soi, il n'y a pas... Comment je vais vous dire? C'est simplement... C'est juste magique, au fait. Mhm. C'est juste magique parce que c'est ça que j'attendais pendant plusieurs années. Et bien sûr, j'ai eu mes 3 enfants aussi à Madagascar. Mhm. Et voilà. Alors, vous nous parlez beaucoup de l'art et par la suite de l'art-thérapie. Alors, avant de parler de l'art-thérapie, qu'est-ce que l'art euh, représente pour vous? Alors, pour moi, là, ça représente un moyen de s'exprimer. Mhm, Moi, je répète pas forcément les paysages ou des visages, mhm, mais tout ce qui est à l'intérieur de moi que je reproduis. Et tout ce que... Alors, c'est beaucoup plus de la peinture intuitive et méditative que je fais. mhm, Je me laisse, je laisse ressortir ce qui est en moi, en fait, à travers l'art. Donc, l'art, pour moi, c'est une immensité de potentiel, de qualité. C'est illimité, au fait. mhm. C'est simplement matérialiser, si vous voulez, quelque part, et matérialiser ce que nous avons, ce que nous ressentons à l'intérieur. Donc, on le matérialise, et on lui donne une forme, une couleur, on lui donne des lignes. Donc, c'est l'expression pour moi. Là. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur qui vous pousse aujourd'hui à aller vers ces enfants, à les aimer et à aussi faire du social? Avant tout, j'ai envie de rester jeune. Mhm, Deuxième, parce que j'apprends beaucoup d'eux, ces jeunes. Et deuxièmement, j'ai mes enfants. mhm, Donc, j'essaye de quitter à mon meilleur, comme tout, je participe avec d'autres personnes, hein. Donc, j'essaye autant que possible et je crois en ces jeunes. Donc, pouvoir les apporter quelque chose, et c'est pour ça que mhm. je vais dans cette direction. Vous aimez ce que vous faites? Ah oui, Mhm, j'adore ce que je fais, parce que comme je vous ai dit, j'apprends. Tous les jours, c'est un apprentissage. Mes jours ne se ressemblent pas, et tous les jours, j'apprends quelque chose de ces jeunes, et je donne de moi, et je reçois aussi en retour d'eux. Alors, qui sont ces jeunes que vous côtoyez? Parlez-nous de ces personnes. Alors, je côtoie les jeunes de 12 à 24 ans, d'une façon de tous les jours, hein. Je côtoie les jeunes de 12 à 24 ans. Et nous faisons 2 types de prévention. Donc, je suis appelée à rencontrer 2 types de jeunes. Ceux qui sont pas encore en situation d'addiction à la drogue, et ceux qui sont déjà en situation d'addiction. Donc, ceux qui ne sont pas, c'est principalement dans les collèges, dans les écoles ou dans les projets communautaires. Mhm, Donc, ou dans un environnement, ça peut être dans les, comme vous appelez, des centres sociaux et tout le reste. Et ceux qui sont dans des situations d'addiction, eux, ils sont dans des hôpitaux. Donc, mhm, vous avez des hôpitaux comme les NUFA, où vous avez des jeunes de moins de 18 ans qui sont déjà là-bas, mhm. mais en détox, comme on appelle. Vous avez aussi à Frangipane, c'est la dictologie de Brown-Séquard. Donc, nous intervenons aussi là-bas, et tous les vendredis.
De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invitée c'est Karine Boudiar qui est coordinatrice de prévention à l'ONG CFRG. Alors, juste pour rappeler aux gens, CFRG, cela veut dire quoi? Alors, nous sommes frères René Guilbain et nous sommes basés dans le Nord, à Pamplemousse. Et donc, nous combattons justement la drogue auprès des jeunes de 12 à 24 ans. Alors, Karine Boudiar, on va essayer de développer et comprendre ce que vous faites. La première question, toxicomanie chez les adolescents, parce que là, vous nous parlez des enfants de 12 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, des adolescents, alors qui sont hospitalisés, qui sont dans les centres. Alors, on va prendre l'aspect, ce côté de prévention après, mais parlez-nous avant tout de cette réalité du terrain. Alors, la réalité du terrain, c'est poignant, à dire, parce que quand j'ai commencé ce parcours, je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vécu avant, on va dire. Mais c'est une chose aussi, je me rappelle très souvent que je rentrais à la maison, dans un premier temps, avec les larmes aux yeux, parce que avec mes 3 enfants à la maison, et donc je fais beaucoup de réflexions, on va dire, sur le terrain. Mais c'est après qu'on sort, justement, pour partir sur le terrain. C'est ça qui fait de nous des êtres humains, justement, dans le social. Et la réalité du terrain, justement, c'est que, malheureusement, il y a des enfants qu'à partir de moins de 10 ans, on va dire, qui se droguent déjà. Ça, c'est une réalité de terrain. Et vous parlez de drogue dure? De drogue dure. Oui. Oui. Et qui savent beaucoup plus que moi et vous-même. Et au niveau des types et des noms des drogues, on va dire, parce que ça évolue à une vitesse incroyable. Mais à 10 ans, c'est un enfant très jeune qui sort même de cette petite enfance. Oui, c'est malheureux de dire, Josiane, mais c'est malheureux de dire ça, mais bien souvent, c'est leur environnement, d'où ils sont. Et ça peut être leurs parents respectifs et qui sont déjà, donc ils ont cultivé ce genre de façon de vivre, on va dire. Et c'est malheureux de dire. Et ça fait d'eux, justement, des consommateurs très jeunes et même des revendeurs. OK. Voilà. OK. Donc ça, c'est une réalité terrain que nous avons. C'est répandu un peu partout? Et c'est répandu, oui. Oui. C'est pas régionalisé, on va dire. C'est partout à travers l'île. D'accord. Et ces enfants-là, 10 ans, déjà consommateurs, qu'est-ce qui se passe par la suite? Ils se retrouvent malades dans des hôpitaux? Se retrouvent, la plupart, on va dire, et ceux qui veulent s'en sortir, bien souvent, vous avez les parents qui veulent. Il y a certains parents, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, il y avait un environnement, oui, mais ça peut être la curiosité aussi qui pousse l'enfant à aller consommer. Des peer pressure. Mais un enfant de 10 ans, où il trouve de l'argent pour aller s'acheter de la drogue vous voyez ce que je vous dis? Le prix est très compétitif sur le marché. OK. Donc, tout type de drogue, c'est très compétitif, on va dire. Et on utilise justement les jeunes, justement, pour faire ce marché circuler bien rapidement. Ah, ils ont ça entre les mains, alors? S'ils sont des revendeurs, des vendeurs... C'est un domaine quand même assez... Qui sont dans le business? Exactement. OK. Là, on parle de business. Pour rentrer dans les détails, je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus. Mais ces enfants, ils savent comment faire. Mais maintenant, par rapport à votre question, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces enfants, justement? Mais il y a des parents qui veulent que leur enfant s'en sorte. Donc là, ils sont redirigés vers des centres comme les Nénuphars. Ou simplement peut-être vers des consultations privées ou des... Vous avez pas mal de centres en privé qui font justement des traitements de détox. Ou sinon, ils restent dans la nature, justement, à continuer à consommer. Et justement, nous... Oui, et maintenant, vous, comment vous entrez en jeu? Qu'est-ce que vous faites? Où vous allez voir ces enfants? Par exemple, ceux qui sont dans les hôpitaux, OK, mais ceux qui sont en dehors? Alors, ceux qui sont en dehors, très bonne question. Nous avons, on va dire, une façon d'agir. Par exemple, quand nous sommes sur le terrain, nous partons dans une école. Je vais vous citer peut-être l'école Fatima avec qui nous travaillons, à Trobiche.
Si nous avons un atelier avec 40 enfants, vous multipliez par 5, un enfant va toucher 5 enfants. Et si dans son entourage, il connaît des personnes qui se droguent, éventuellement, ce sera une publicité qu'il fera pour nous. C'est de la meilleure façon pour pouvoir, de bouche à oreille, c'est la meilleure façon pour pouvoir attirer ces personnes autour de nous. Et bien sûr, à travers la publicité, agir ensemble, et c'est Bien des sûr. plateformes justement où On on est là pour arrive ça. à approcher Pour aider. beaucoup plus de jeunes. Mais dites-nous, est-ce que c'est facile pour vous sur le terrain, à aller vers ces enfants, à entrer dans ces régions, dans ces quartiers? C'est facile pour nous. Oui, Et, nous sommes une équipe très mobile. oui. Très mobile. Nous sommes en freelance et aussi il y a de la permanence mélangée. Et nous sommes très mobiles, c'est-à-dire si nous avons des projets communautaires, donc nous travaillons aussi avec des associations comme vous avez Caritas, par exemple, des ONG comme Caritas. Eux, ils travaillent déjà avec le quartier, donc nous bougeons justement. D'accord. Donc, ce qui est intéressant chez CFRG, chez nous, c'est qu'on ne va pas attendre que ces gens-là forcément viennent vers nous. Nous aussi, nous allons sur place. Parce D'accord. que bien souvent, faire le pas justement vers cette guérison, ça devient un petit peu compliqué. Mais si nous allons vers cette personne et tendre la main, c'est beaucoup plus intéressant. Ces personnes, c'est-à-dire les parents, les enfants, qui sont des consommateurs aujourd'hui de substances, est-ce que ces personnes sont réceptives? Est-ce qu'elles veulent de l'aide? Est-ce que vous avez ce sentiment que ces gens-là veulent se faire aider? Et oui, c'est surtout les parents. Mais c'est surtout ce que nous faisons aussi, c'est donner cette information-là aux parents pour pouvoir détecter. On ne blâme pas les parents, on ne juge pas les parents parce que c'est vrai que nous sommes occupés en tant que parents et tout, de façon continue. Nous avons une routine à tenir et que bien souvent nous sommes mal informés ou pas informés du tout de la situation autour. Donc nous venons aussi faire cette médiation entre parents et enfants pour les aider justement à comprendre la situation existante et le profil d'un toxicomane. Comment pouvoir détecter chez l'enfant qu'il y a un souci quelque part. Donc apprendre justement ce côté-là et à pouvoir détecter plus facilement. Et parlez-nous de la prévention que vous faites. La prévention. Alors la prévention... Vous avez un projet de prévention. Voilà. Le programme que nous avons, 80%, nous parlons du développement de soi de l'enfant, on va dire, de l'ado. Nous travaillons sur des thématiques et c'est d'une manière suivie. Et nous accompagnons le jeune, comme on dit, sur 10 sessions. Donc, ça peut être dans des écoles ou ça peut être dans des associations. Nous travaillons en fonction de 10 thématiques différentes. Et qu'est-ce qui fait notre différence chez CFRG? C'est notre approche. L'approche, c'est à travers l'art, justement, ce qui est nous. Nous avons une équipe, une très belle équipe d'artistes. Et chaque thématique est reliée avec un médium artistique. D'accord. Un médium artistique, c'est quoi? Vous avez le dessin, la peinture, vous avez le sport, le yoga, la méditation et la partie holistique aussi. Je mets beaucoup d'emphase dessus, le mindfulness. Et ben, voilà, donc l'approche que nous avons, c'est ça. Donc, Marche? Ça marche énormément. Parce qu'on fait le jeune se découvrir lui-même. La connaissance de soi, c'est important pour pouvoir vivre sa vie d'une certaine façon. Mais on a besoin de se connaître avant tout. Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Qu'est-ce qu'on aime? Notre potentiel, nos qualités. Et ça, c'est important de savoir pour pouvoir savoir quelle direction, le projet de vie et tout. Donc, à la base, c'est ça, la connaissance de soi. Et bien sûr, vient après les émotions. Comment on contrôle, comment on gère, comment on identifie les émotions. Parce que bien souvent, moi, je viens d'une génération que parfois aussi, je m'exprimais à travers un mot. J'étais beaucoup plus... Je me réprimais beaucoup plus. Mais par contre, cette génération, ils bouillonnent. Ils ont envie de s'exprimer, mais ce n'est pas forcément qu'ils arrivent à mettre des mots. Donc nous les donnons cette opportunité de mettre des mots, des formes, des couleurs à ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Parce que dès qu'ils arrivent à s'exprimer, ce n'est pas forcément qu'ils vont partir vers une substance ou bien se cacher, se réfugier dans une forme d'addiction. On aimerait également savoir comment cela se passe dans les hôpitaux.
là où sont hospitalisés ces enfants qui sont probablement des patients, des consommateurs de drogue. Alors, nous intervenons dans les hôpitaux aussi. Donc, ils ont la partie médicale avec les hôpitaux et aussi la partie psychologie. Parce que vous avez des psychologues, des psychiatres qui sont déjà sur place. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec les psychiatres et les psychologues de l'hôpital, du centre, on va dire. Et là, nous venons justement, pareil, avec le même système, avec nos thématiques, mais c'est beaucoup plus en profondeur. Ce que nous faisons dans la prévention primaire avec les jeunes des collèges, ce ne sera pas la même chose avec les jeunes qui sont en situation d'addiction. Parce qu'eux, ils sont déjà dans des traumas ou des vécus vraiment atroces. Et C'est-à-dire? c'est suite leur environnement, où ils ont vu des choses que vous et moi, nous n'avons pas vues forcément. Et c'est une réalité de terrain que eux ils ont eue. Alors nous venons apporter justement la partie outils pour les redonner cette confiance en eux et redonner confiance en leur vie, qu'il y a une vie vraiment, et de laisser justement cette, on va dire, cette mauvaise expérience de côté et qu'on peut changer malgré tout. Donc nous venons travailler justement, on vient travailler justement sur les thématiques, mais plus en profondeur. Les mêmes thématiques, mais beaucoup plus en profondeur. Et tout en utilisant les médiums artistiques. Alors là, on a envie de découvrir avec vous, parce que vous nous avez parlé depuis le début de l'émission de l'art-thérapie, qui vous a aidé vous-même en tant que personne. Alors parlez-nous un petit peu plus de l'art-thérapie et comment vous pratiquez cet art sur ces enfants. Alors, l'art-thérapie, il faut comprendre bien, c'est un outil puissant, on va dire. Et c'est un outil qui aide l'être humain à s'exprimer, mais à travers plusieurs médiums artistiques. Mettre un mot, ça peut être à travers les mots, l'écriture, ça peut être à travers les formes, les lignes, les couleurs. Donc, à ce que l'on ressent dans le moment présent, ou ça peut être dans les traumas. À travers un dessin, on peut découvrir si l'enfant a été traumatisé ou il y a eu des traumas autres dans le passé. Et c'est ça qui fait ressortir, justement. Et avec la thérapie, j'amalgame bien souvent la partie holistique et mindfulness aussi. Et je le mets à ma propre sauce, on va dire. Et ce qui fait aujourd'hui que c'est une réussite sur le terrain. Et il y a plusieurs techniques de le faire. Et bien sûr, les sessions durent 2 heures. Et nous entrons, je dirais, si vous voulez, nous accompagnons la personne pendant 2 heures à travers la thérapie. On lui met en confiance et on l'aide à s'exprimer, justement. On va terminer l'émission dans quelques petites minutes. Le temps passe tellement vite. Je vous encouragerai à revenir après parce qu'on a envie de découvrir et de voir, surtout s'il y a des personnes qui veulent apporter leur aide, leur contribution. Parce que là, on découvre quelque chose d'extrêmement, on ne dirait pas intéressant, mais intéressant dans l'aspect de prévention. Mais il y a une autre réalité qu'on découvre avec vous aujourd'hui. Quels sont vos projets au sein de l'association, de l'ONG? Au sein de l'association, nous avons, donc, pour la prévention primaire, nous avons l'intention de toucher au maximum de collèges, même les collèges d'État, et aussi des associations ou des projets communautaires. Et de former aussi des peer pressure, comme on appelle, des personnes clés, on va dire, des peers, des personnes clés, des jeunes. Parce que nous avons expérimenté tout récemment quelque chose, c'est qu'en formant des jeunes, des ados de, on va dire, 17 et 18 ans, qui viennent des ambassadeurs de CFRG, un jeune qui communique avec un autre jeune, c'est beaucoup plus, comment je vais vous dire, le message se transmet beaucoup plus facilement qu'un adulte, on va dire. C'est le même langage que les deux jeunes parlent. Donc, nous avons, un de nos projets, c'est justement former des ambassadrices un petit peu de la prévention, des ambassadeurs de prévention. Et aussi, nous avons comme projet un daycare. Donc, ça, c'est pour la prévention secondaire. Je ne dirai pas plus dessus, mais c'est à venir, c'est pour cette année-ci.
jusqu'à la fin de cette année. Karine Boudia, coordinatrice de prévention à l'ONG CFRG. Remercie beaucoup pour votre présence sur Merci à ce vous, toute plateau. l'équipe de l'MBC. Merci pour toutes ces informations. Et aussi, on va vous souhaiter bon courage pour le travail que vous faites avec votre équipe. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre chaque semaine et de rester fidèles aux émissions de l'MBC. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir.